On est au 3e épisode de cette rencontre avec Fabrice Bonnard, Maître Bonnard. On a parlé de beaucoup de choses, déjà dans les 2 premiers épisodes. Il y a eu des réactions à ce qui a été dit la première fois. Il y a certains domaines effectivement très sensibles dans lesquels je me suis spécialisé. Et si aujourd'hui je suis sur le verre et en mesure de rentrer la bille dans le trou, c'est parce que justement sur ce tapis vert final du droit international, il y a des sujets très délicats, des sujets tabous, ce que j'appelle moi les sujets polichinelles. Là, quand même pour rappeler le contexte, tu as été défenseur de trafiquants de drogue, si j'ai bien compris. Oui. Tu étais ensuite avocat général des douanes, donc défenseur de l'État face aux trafiquants de drogue. Oui. Et la drogue, c'est un sujet qui te parle. Notamment, tu m'as parlé de cette baffe qui était donnée à Macron dans l'avion, d'une manière intéressante, avec une lecture intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de tout ça ? Comme dans un procès d'assises, vous savez que j'ai été avocat dans des affaires criminelles, il y a des sujets que l'on ne peut pas aborder. Et il y a des écueils que l'on retrouve dans toutes les affaires criminelles. Et on va les retrouver au niveau international. Il y a des sujets qui ne peuvent pas être abordés. Mais lesquels alors ? Alors, je déteste... Alors, déjà, définition du secret de Polichinelle. Le secret de Polichinelle n'est pas un secret. Déjà, ça commence mal. Le secret de Polichinelle n'est pas secret. Il est devenu secret de Polichinelle. Tout le monde le connaît. Mais personne ne l'aborde. Parce qu'on a compris qu'aborder ce sujet, c'est obligatoirement dangereux et que ça va inéluctablement aboutir à des échauffourées. Et dans un premier temps, on préfère que le secret ne soit plus vraiment un secret, mais le reste quand même sous le vocable de secret de Polichinelle. Mais alors, c'est quoi ces secrets de Polichinelle ? Alors, c'est des vérités dérangeantes. Exemple. Lesquels, oui, concrètement ? Exemple. Pour gagner de l'argent, c'est soit très compliqué, soit très facile. Dans cet ordre d'esprit, imaginez que la vie ne représente plus aucun respect. Là, je décide de m'enrichir le plus vite possible. Je prends un couteau, je vais chez mon voisin et je le dépouille de toutes ses possessions. C'est facile finalement. C'est pas compliqué. Ça va être complexe à gérer. Si je me mets à quitter votre caméra pour aller tuer les voisins et les dépouiller, vérifier qu'ils n'ont pas un bas de laine, ça va poser problème. Mais c'est vrai que ça va être efficace. Je risque rapidement d'avoir des bijoux entre les mains. Autour de moi, à 500 mètres, il y a quand même beaucoup d'argent. Si je commence à tuer tous les gens qui sont autour de moi, j'aurai déjà leur fortune à ces 500-là. D'accord ? Bon, donc, ce qui est compréhensible au niveau d'un individu qui se met à décider de s'enrichir, quelles que soient les vies qu'il supprimera pour parvenir à son objectif, c'est efficace. Mais si le gars devient chef d'État, celui-là, et décide d'utiliser ses pouvoirs étatiques pour appliquer le même objectif d'enrichissement personnel rapide, ça peut devenir embêtant. Or, c'est un secret de Polichinelle. Les
pouvoir exercé par les hommes de pouvoir les tente beaucoup de s'enrichir à titre personnel. Corruption, alors. Oui. Oui, la corruption est intrinsèquement liée à la notion même d'organisation des services publics. Il y a des opportunités formidables à s'enrichir rapidement à partir du moment où on manie les finances publiques de 68 millions de Français. Oui, comment est-ce qu'on évite ça ? Le préambule de 1946, combattre l'ignorance, l'oubli et le mépris. Si on combat ces trois ennemis, l'ignorance, l'oubli et le mépris, la corruption ne résiste plus. C'est l'ignorance des populations du niveau de corruption possible, du niveau corrupteur du système qui les régit, qui les place dans une situation d'inéluctable victime d'un système qui n'est pas destiné à les protéger, mais à enrichir les élites. Voilà, donc la corruption est inhérente à l'exercice d'un pouvoir public. Mais ça ne devrait pas l'être. Mais c'est assez difficile de l'empêcher. C'est assez difficile de l'empêcher. Le droit n'empêche pas le mal. Il le prend en compte et il le cantonne. Il essaye de le contenir. Mais donnez-moi une loi qui empêche les assassins d'assassiner. Mais là, on a typiquement en ce moment l'affaire Sarkozy, où il était mis en prison pour qu'il ne puisse pas récidiver. Alors ça, c'est un problème d'application de la loi. Alors à ce sujet, l'exécution provisoire est une atteinte évidente à la présomption d'innocence. Mais c'est pas le secret de Polichinelle qu'on n'est pas mis en examen, on n'est pas renvoyé en correctionnel et on n'est pas condamné si le dossier est vide. Le dossier n'est pas vide. Maintenant, ça ne veut pas dire que la décision qui a été rendue soit valable. Prenons cet exemple précis. Moi, ce que je peux dire à vos spectateurs, c'est donner mon avis individuel sur le sujet. Et laisser à chacun le soin de penser si ce que je viens de dire fait avancer la discussion ou pas. Moi, je n'oublie pas, je suis très confraternel. Je suis avocat. Il y a un certain nombre, 76 000, je crois, en France, ont prêté serment et exercent cette noble profession. La confraternité, ce n'est pas de la complicité, c'est de la confraternité. C'est-à-dire que ce qui arrive à un autre avocat doit concerner tous les avocats. Que Nicolas Sarkozy, avocat, puisse être incarcéré par une décision de justice susceptible d'appel et susceptible donc d'une correction, d'une erreur qui aurait pu être commise au premier tour. Le privé de cette présomption d'innocence pour directement lui faire subir le châtiment de la privation de liberté, alors même que c'est un président de la République et qu'il a rendu des services à l'État français. Donc au nom de la France, au nom du peuple français, on va envoyer en prison quelqu'un qui n'est pas condamné définitivement. Et cette personne se trouve être un avocat. Je ne peux pas cautionner un truc pareil. Je m'en réjouis, car si même les avocats, même les présidents de la République subissent ce système qui est fondamentalement injuste, alors forcément
la question va se poser. Elle ne se posait pas lorsqu'il y avait des exécutions provisoires à longueur de temps dans tous les tribunaux français, mais que ça tombait sur des gens soupçonnés, à tort ou à raison, de faits qui justifiaient qu'on les coffre immédiatement. Alors, la question de la motivation de l'exécution provisoire infligée au président de la République. Et dans quelle mesure cette décision n'est pas politique. Voilà. Mais pourquoi une décision de justice ne serait pas politique ? En quoi une décision de justice n'a pas des conséquences politiques ? La justice passe, elle doit passer. Ça ne me dérange pas du tout qu'un président de la République soit incarcéré. Je dis que c'est très mauvais pour l'image de la France, dans un premier temps. Dans un premier temps, c'est une catastrophe. Ça veut dire que les Français peuvent mettre à la tête de leur pays des gens qui trempent dans des associations de malfaiteurs, qui trempent dans des crimes, au niveau international. On a quand même François Hollande qui est sous un mandat de dépôt, un mandat de recherche international. On a Nicolas Sarkozy qui est incarcéré. On a Emmanuel Macron qui est pris dans un certain nombre de dossiers dont il devra évidemment répondre à la fin de son mandat. Tout ça est terrible pour l'image de la France. Et en même temps, je dis que le monde comprend qu'en France, même si on est roi, on peut se faire couper la tête, et même si on est président de la République, on peut se retrouver à la santé. Alors, on peut parler des conditions de détention à la santé. On peut déplorer les conditions de détention en France et se réjouir quelque part que des personnalités essayent par eux-mêmes le système pénitentiaire et puissent à la sortie faire comprendre à tout le monde que ça peut tomber sur n'importe qui. En fait, il suffit que vous ayez un grave accident de voiture et vous pouvez vous retrouver en prison d'un claquement de doigts. Hein. Donc le système carcéral, normalement, les présidents de la République française ne les visitent pas et ne les expérimentent pas. Mais c'est un secret de polichinelle qu'un certain nombre de dirigeants mériteraient d'aller en prison, dans tous les pays du monde. C'est ça le secret de polichinelle, c'est que la corruption... La corruption est généralisée. Il y a au niveau mondial une production de richesse qui disparaît. Et ça, c'est une corruption généralisée des dirigeants ou alors des entreprises simplement qui font leurs affaires et puis qui arrivent à les faire mieux que d'autres et puis comme elles ont toujours plus de moyens... L'argent est une drogue. L'argent est une drogue. On n'en a jamais assez. Il y a dépendance et accoutumance. C'est les deux caractéristiques d'un produit stupéfiant. La dépendance, c'est ne plus pouvoir vivre sans. Et l'accoutumance, c'est être obligé d'augmenter les doses au fur et à mesure pour avoir les mêmes effets qu'avant. Ce sont deux phénomènes. Ce n'est pas compliqué à comprendre, mais c'est complexe dans son organisation. Bon, l'argent, on est à la fois dépendant et on subit l'accoutumance. Si vous avez 1 million d'euros, vous êtes riche par rapport à tous ceux qui n'ont pas 1 million d'euros. Mais vous savez qu'à 1 million d'euros, vous pouvez rapidement les perdre. Voilà. C'est ça qui est incroyable. Donc ce serait quand même mieux d'en avoir deux. Comme ça, si j'en perds un, il m'en restera un. Voilà. Donc la tentation est immédiate, quel que soit votre niveau de richesse, de l'augmenter afin de garantir qu'une partie sera inaccessible. Ce qui est une bêtise fondamentale. En fait, quel que soit votre niveau de richesse, si vous attrapez un cancer, ça ne vous servira à rien. C'est pas parce que vous aurez plus d'argent que vous aurez moins mal.
Bon, donc la confusion entre l'effet et les causes d'un danger est susceptible d'égarer les esprits avant même que la discussion n'intervienne. Est-ce que je suis clair ? C'est-à-dire qu'au niveau de cette corruption généralisée, concrètement, il y a peu d'éléments qui permettent d'affirmer ça. Là, il y a eu une condamnation avec Sarkozy, mais qui finalement est sujette à recours, donc il y a un recours en cours. On ne prend pas les gens sur le fait, et rien n'avance, parce que c'est des secrets de polichinelle peut-être, mais ils sont basés sur du vent. Pas que sur du vent. Les magouilles, entre guillemets, les magouilles entre États, ça existe. Ah, faut pas le dire. Ah, justement, on les voit pas, on n'en parle pas, on les voit pas. On prend des exemples concrets. La drogue. La France est une des principales consommatrices de cannabis. Il vient d'où ? À l'heure des satellites, on ne sait pas. Des milliers de tonnes de produits sont transportés, mis dans des camions, dans des avions, sur des scooters, partent, machin, mais une surveillance ne permet pas de savoir d'où ça vient. Et il y a quand même des prises à la douane qui sont faites régulièrement, des photos d'exposition dans les journaux. Oui, bien sûr, mais alors là, j'ai eu le privilège, quand j'ai été recruté par la Direction Générale des Douanes, on m'a envoyé sur le terrain pour quand même voir comment ça se passait. J'ai été très impressionné par la qualité et l'ingéniosité et la détermination du système c'est la DNRED, la Direction Nationale de Recherche et d'Enquête Douanière, qui est sur le terrain. Et c'est vraiment des gens remarquables. Et j'ai été frappé. Quand vous vous mettez au bord de la route, et que vos spectateurs, qu'ils aient cette image-là la prochaine fois qu'ils sont au bord d'une route, regardez le nombre de camions qui passent. Et vous êtes douanier. Et vous devez contrôler. Rangez-vous, monsieur. Je vais démonter votre cargaison pour essayer de trouver si dans les cagettes, il n'y a pas une cagette qui est remplie de drogue. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et donc c'est le manque de moyens alors qui empêche en fait de tracer tout ça, de comprendre ce qui se passe. C'est une volonté délibérée de l'État de tolérer un marché en essayant de le contenir. J'affirme que les États ne combattent pas réellement les produits stupéfiants, ils les créent. C'est les États qui décident de rendre interdite telle ou telle substance et autoriser telle ou telle autre. C'est l'État qui décide de ça. Mais là, tu parles de magouille entre États, donc est-ce que là, il y a quelque chose à voir avec ça ? Bah oui, parce que si un État, par exemple, prenons le cas de la France et du Maroc, si la France est effectivement une plateforme de distribution et que des go-fast ont lieu sur le territoire français entre l'Espagne et la Belgique et la Hollande en particulier, quand on sait que l'équivalent de la CEITA, de la Société des tabacs hollandais, lui, estampille le cannabis en provenance du Maroc, puisque c'est une substance légalisée.
Et c'est une substance fiscalisée, donc légale. Mais ça n'empêche qu'il y a des contrebandiers. Il n'empêche que, des flux à côté du commerce officiel, il y a des commerces parallèles. Dans les producteurs de coca, il y a énormément de producteurs de coca qui travaillent pour les industries pharmaceutiques. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je viens de dire ? Bon, donc la cocaïne, il y a une partie qui est officielle et une partie qui est officieuse. Alors, est-ce que la partie officieuse n'est le terrain de jeu uniquement de méchants individus ayant décidé de pourrir la jeunesse de leurs clients? C'est plus complexe. Voilà. C'est plus complexe. Mais alors, qu'est-ce que les États ont à voir là-dedans? Et qu'est-ce que la classe dirigeante aussi a à voir avec la drogue? On sait très bien que certaines substances qui sont interdites peuvent devenir autorisées, ou certaines autorisées peuvent devenir interdites. L'hydroxychloroquine, par exemple, l'hydroxychloroquine, c'était autorisé. Et puis c'est devenu interdit. Et puis, à partir du moment où vous interdisez, vous créez un marché. Ou à partir du moment où vous légalisez, vous créez un autre marché. Donc tout ça, c'est une histoire d'argent. Et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Par contre, reste la dépendance et l'accoutumance. Et le danger de la substance si ça tombe dans les narines de nos dirigeants. C'est ça, là on a vu quand même quelques images qui étaient un petit peu inquiétantes, notamment dans un train avec 3 dirigeants qui se sont un peu fait surprendre. Enfin voilà, il n'y avait rien d'établi, mais on voit quand même que forcément pouvoir et tout ce que ça demande, ça peut peut-être impliquer certains produits dopants. D'en discuter avec des personnes, anciens clients, qui ont été cocaïnomanes. D'accord ? Donc la vision de ces images par des gens habitués à ce produit est très intéressant. Unanimité de tout le monde. Oui, il y avait de la drogue dans ce train en direction de l'Ukraine, et cette drogue était consommée par 3 dirigeants de l'OTAN. Voilà. Ça, c'est une certitude. Voilà. Mais s'ils consomment, c'est pas la seule fois où ils ont consommé. Ils ont pas décidé parce que on était dans un train, on va faire la fête. C'est quelque chose de plus régulier. Disons que le volume de cocaïne inondant l'Europe actuellement rend logique et plausible que cette poudre blanche parvienne dans de plus en plus de narines, y compris des narines de fonctionnaires, de députés, de ministres et même de présidents. On a des exemples de députés qui ont été pris en train d'acheter de la drogue ou d'en détenir. Voilà, la cocaïne est partout dans l'État français. Le train sniffera 3 fois. J'ai beaucoup aimé ce terme. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Donc on a 3 dirigeants qui soudain voient surgir des caméras de télévision et ils se dépêchent de ranger les instruments utiles et présents dans toute consommation, la paille, le petit pochon fermé pour éviter que la poudre ne gicle au moment où on ouvre le pochon, les regards gênés de tout le monde, et puis ce rebondissement une semaine plus tard à l'arrivée dans l'avion au Vietnam. Je rappelle que une semaine plus tard, le second scandale chassera le premier, mais mon intime conviction est que ces 2 événements sont... c'est une intime conviction que je propose à la sagacité de chacun. Ça n'engage que moi, je pense
qu'il y a une explication possible. À savoir que les cocaïnomanes, ils ont besoin de se remonter de plus en plus souvent, et puis à se relâcher au niveau de l'attention et de la discrétion de leur consommation. Et que Brigitte Macron, qui a accompagné l'ascension fulgurante de son jeune élève aux plus hautes fonctions de la République française, elle n'a pas été joyeuse de voir que l'élève en question avait pu ternir sa réputation au niveau de la consommation de cocaïne. Voilà. D'autant que le parcours personnel de Brigitte, qui a fréquenté les milieux de la nuit et qui a organisé de très belles fêtes, non seulement olympiques, mais également élyséennes, puisqu'il y a des fêtes qui ont été organisées assez olé olé sur le perron d'Élysée, tout ça on en avait beaucoup parlé. Elle n'a pas vraiment apprécié, et c'est logique, quelle épouse apprécierait que son époux soit soupçonné, à tort ou à raison, d'être un consommateur de cocaïne. Bon, mais ça, c'était quand même déjà un peu un secret de Polichinelle. On le voyait souvent renifler, se frotter le nez, enfin, avoir des gestes qui montraient que, manifestement, il n'était pas juste le nez bouché. Les histoires de cocaïne, il faut se souvenir quand même de Air Cocaïne, des avions utilisés par des personnalités politiques qui, comme un fait exprès, se retrouvent dans des trafics internationaux, sachant que les bagages des jets privés ou les bagages dits diplomatiques échappent quand même à des contrôles. On ne peut pas ne pas imaginer que l'utilisation de personnes insoupçonnables ne soit pas un des moyens de faire rentrer de la drogue, ou que ces personnes en question, ayant une consommation importante, aillent se ravitailler par leurs propres moyens. Tout est possible. En tout cas, une semaine après l'épisode du train, il y a l'épisode de la gifle, où à la sortie, la main de Brigitte arrive rapidement sur le nez, le visage d'Emmanuel, au niveau de son nez, pas au niveau de son front ou de sa joue, mais au niveau de son nez. Les cocaïnomanes que j'ai interrogés m'ont tous dit, elle lui a effacé un peu brutalement un petit peu de farine qui était restée sur ses narines et qui risquait d'apparaître à l'écran vu qu'il allait descendre de l'avion, et il ne s'agissait pas que la presse mondiale se dise qu'après des trains dans lesquels il y a de la cocaïne, il y a maintenant des avions. Voilà. Et il semblerait qu'on ait demandé la lecture labiale et que la scène de ménage, parce que ça a été présenté comme ça, que la scène de ménage portait sur l'incapacité de son époux à prendre conscience de la gravité de ce genre de relâchement. Alors ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la réaction de la haute administration française. Qui a dit ? Qui ne dit rien. Moi, j'ai été avocat de la Direction générale des douanes. Ça m'embête. Mais quel est le problème finalement ? Voilà, tout le monde boit du café, on sait que c'est... Est-ce que les journalistes ont pris l'initiative d'interroger le directeur général des douanes sur qu'est-ce qu'il pensait de cet épisode ? Parce que moi, je ne suis pas tendre avec les avocats, mais je ne suis pas tendre avec les journalistes.
Les journalistes sont responsables. Nous, les avocats, on protège les journalistes. Est-ce que vous, les journalistes, vous protégez toujours les avocats? Je pose la question quand même. Bon, moi, je pense qu'un certain journaliste défendent certains avocats et certains journalistes sont de connivence avec certains autres avocats. D'accord ? Quand on trouve formidable d'aller porter l'affaire de Brigitte sur le sol américain, les journalistes en ont fait l'écho, trouvant ça formidable. Alors que d'un point de vue juridique, c'est une aberration. Ayant perdu gravement la partie de la vérité judiciaire sur le sol français, une équipe de juristes qui n'y connaissent rien en droit international décide de conseiller au couple Macron de s'essayer devant une juridiction du Delaware. Je me suis tout de suite inquiété, d'autant que la justice américaine n'est pas gratuite. Donc qui finance les actuels millions d'euros millions de dollars qui sont consacrés à l'affaire? Les questions sont posées. C'est le secret de Polichinelle que la première dame de France n'a pas de statut juridique en France. Qui paye les avocats? Le statut de la fonction publique, la protection des fonctionnaires ne s'applique pas au président de la République. Mais quand même, disons, là si on reste sur cette affaire de drogue, rien n'est avéré. Hein. Je veux dire, il y a eu des démentis de partout, de l'Élysée, qui ont dit non, c'était juste un mouchoir, non, il n'y avait rien à voir, enfin voyons. Là, il y avait une scène de ménage dans un avion, mais voilà, c'est une scène de ménage comme il pourrait en arriver partout en France ou ailleurs. Donc, quels sont les éléments qui permettent de dire non, mais là, on a affaire à des cocaïnomanes et ça ne va pas? C'est la France de Polichinelle. Alors, c'est très simple. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Oh là là, je vais encore m'attirer les foudres. Ça ne me dérange pas qu'un chef d'État prenne de la cocaïne. Vu tout ce qu'il a à faire et vu les effets pour tenir le choc euphorisant et plutôt normalement dans un premier temps performatif de cette poudre-là, c'est pas ça qui me dérange. Alors, quel est le problème? Ce qui dérange, c'est que le chef d'État en question soit le représentant d'un État qui dépense énormément d'argent, utilise les contributions volontaires du peuple pour porter un discours qui est totalement à l'inverse de son propre comportement. C'est pas qu'il soit cocaïnomane qui m'embête, c'est qu'il soit cocaïnomane dans un État qui interdit la cocaïne et qui considère que la consommation de cocaïne est un danger pour la France. Donc c'est cette incompatibilité de positionnement qui me dérange. Voilà. Est-ce que le peuple a conscience que son chef va avoir tellement de travail qu'il va être tenté de prendre des euphorisants et des produits stupéfiants? Mais est-ce que là, il n'y a pas certains passe-droits typiquement, un convoi présidentiel va peut-être rouler plus vite que la limite de vitesse autorisée, parce qu'il y a un intérêt présidentiel là-dedans. Voilà. Donc il faut faire preuve de discernement, mais il est évident que sous cocaïne, on ne prend pas de décisions identiques que lorsqu'on n'est pas sous cocaïne. Donc quand on engage 68 millions de personnes, est-ce qu'on ne peut pas exiger que le chef de l'État s'abstienne de consommer des produits pouvant altérer son discernement et ses prises de décision? Auquel cas, il faut une loi.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est tout Conseil ce des trafic. Conseil des ministres, on passe tout le monde au détecteur. Alcotest et coton-tige dans la bouche. Ouais, mais il y a quand même d'autres produits dopants, typiquement dans le sport, qui pourraient. Oui, oui. Ben, pourquoi on interdit à quelqu'un d'être champion du monde de ski s'il n'est pas clean, mais par contre, on autorise quelqu'un qui n'est pas clean à appuyer sur le bouton nucléaire. Et on se dit que c'est bon, quoi. Donc là, c'est dangereux, et dans l'autre cas, c'est pas dangereux. Voilà. Non. Ne mélangeons pas les sujets. Voilà. Le problème du côté festif de la cocaïne est indubitable. Maintenant, est-ce que c'est le moment de faire la fête quand on est président de la République, qu'on est en exercice et qu'on a des prises de décision qui sont difficiles? Est-ce que c'est le moment de se doper à la cocaïne? Je pose la question. Et je réponds non. Il ne faut surtout pas le faire. Surtout pas. Dans le premier épisode, tu as parlé à un moment d'une arme militaire. La cocaïne serait une arme militaire. Finalement, c'est ton hypothèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu entends par là? Je pense que diffuser un produit pareil, dont les volumes ne cessent d'augmenter et dont les prix ne cessent de chuter, avec même des nouveaux marchés, des nouveaux clients, qui entraînent un réel bouleversement de la société. Parce que si vous voulez, dans les beaux quartiers, normalement, on évite les commissariats de police. Normalement, on a suffisamment d'argent pour ne pas aller se mettre dans des embrouilles et dans des... On n'a pas de problème pour voler puisqu'il suffit d'acheter. On n'a pas de problème de déplacement puisqu'on a tous les outils. À partir du moment où un produit stupéfiant interdit commence à gagner les couches hautes d'une société, vous allez donc avoir un président de la République ou un ministre ou un député qui, chaque fois qu'il va aller se ravitailler, prend le risque d'être découvert. Pire, vous avez des gens qui vont être dépendants de leur dealer, dépendants du produit. Si vous avez envie d'affaiblir un État, c'est un bon moyen. Vous faites en sorte de mettre en place un trafic ciblant ce pays-là, ciblant ses élites. Il suffit de trouver des individus qui ont un grand sens de la relation humaine, qui ont un carnet d'adresses formidable, et puis vous pouvez effectivement affaiblir considérablement un dispositif, qu'il soit administratif ou même militaire. Donc petit scoop, la question a été abordée. Je ne peux pas dire dans quelles circonstances, mais elle a été abordée au plus haut sommet de la hiérarchie militaire française, et récemment, sous la forme d'une question qui fut posée à mon initiative par le général Coustou, dans des circonstances très particulières, car l'armée française, quelle armée française, hein? On parle des militaires français, mais lesquels? Il est évident que les états d'esprit sont différents selon les officiers. La question de savoir si, la question était précise, la question de savoir si, dans les scénarios militaires d'attaque de la France,
avait été envisagée la possibilité d'une pollution par des produits stupéfiants du chef des armées. Le dispositif est opérationnel, mais on envisage plein de choses et on envisage un scénario qui est que le chef des armées devient drogué. Est-ce que ce scénario était prévu ? Et là, on n'a pas de réponse encore. Ah si, la réponse c'est que non, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Donc ce serait un moyen finalement d'affaiblir un État, de l'attaquer directement à sa tête avec des produits qui sont un peu débilisants et qui font prendre des mauvaises décisions. Oui, et qui vont affaiblir tout le système. Puisque ça va rendre dépendants des décideurs, ça va les rendre fragiles, et puis surtout, ça va les rendre transgressifs. Ils sont censés exécuter les lois, ou les voter, ou en contrôler l'application, et vous allez avoir des magistrats cocaïnomanes, vous allez avoir des hauts fonctionnaires cocaïnomanes, vous allez avoir des sénateurs et des députés cocaïnomanes. Ce monde se perd, il faut le refaire, ça c'est la devise de 1985, et toi tu l'as changé 40 ans plus tard en disant ce monde est perdu, il faut le refaire. Oui. Comment est-ce qu'on peut refaire le monde avec une situation comme ça, où finalement toute une élite est corrompue financièrement, mais aussi par des voies détournées, par des produits. Plus aucun polichinelle. Plus aucun polichinelle. Plus aucun secret de polichinelle. Ce n'est plus possible technologiquement. Aujourd'hui, il y a trop de moyens d'enregistrement à disposition des humains pour qu'on continue d'être dans un monde où certains humains feront semblant de ne pas savoir le secret de polichinelle. Mais typiquement avec les journalistes, il y a le mode off, c'est off là maintenant, et ça permet de dire des choses qu'on ne dirait pas dans les séances. Il y a des choses qui ne sont pas jetées au PV, qui sont dites en séance. Donc comment est-ce qu'on refait ce monde où finalement on s'arrange un petit peu entre copains comme on veut ? Transparence. Et on aborde les sujets. Il y a de la cocaïne dans la classe politique, il y a de la pédocriminalité dans la classe politique, il y a de la triche dans la classe politique. Rien ne ressemble plus à quelqu'un qui abuse et escroque la sécurité sociale pour se faire verser des allocations qui ne sont pas dues, avec un milliardaire qui planque son fric à l'étranger. C'est pareil. C'est la même démarche. Mais après, il y a un manque de moyens pour pouvoir, comme tu disais, avec le douanier qui regarde passer les camions, lequel il doit cibler. Lorsque Bérégovoy, le Premier ministre, annonce à la tribune qu'il a des noms et que la corruption, il va en faire son affaire, il se suicide de 2 balles dans la tête, dont le calibre n'est même pas celui qui a été officiellement annoncé. Vous avez un certain nombre de... L'État est un monstre froid. Il y a un certain nombre de postes qui, s'ils sont contrôlés et maîtrisés, permettent de tenir tout l'édifice. Par exemple, l'Institut médico-légal, la morgue de Paris, c'est un truc très intéressant. Si jamais vous êtes en mesure de contrôler l'endroit où on emmène les cadavres, que vous avez à disposition les tampons et les ordinateurs qui permettent de conclure à une mort naturelle, c'est quand même un avantage quand on est un assassin. Avoir une société de déchets, c'est quand même bien quand on doit se débarrasser de cadavres. C'est logique. Bon, donc il y a un certain nombre de postes. Il suffit de le comprendre.
Et à partir de ce moment-là, on vérifie. Par exemple, il est très important, très important, que les directeurs des instituts médico-légaux, les morgues donc, éviter d'avoir à des postes pareils des satanistes pratiquants. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est des satanistes pratiquants? Ah non, on ne sait pas. Je dis que l'État, qui lui est un monstre froid, qui sait que c'est important de créer des instituts médico-légaux dans lesquels on va pouvoir envoyer quelqu'un qui meurt dans la rue pour savoir si il est mort parce qu'il est tombé sur la tête ou si il est mort parce qu'il a été sodomisé avec une arme blanche. D'accord ? Bon, donc on doit savoir. Donc l'institut, la médecine légale ne pose pas de problème. Sauf si on ne fait pas attention au recrutement des médecins légaux. Parce que c'est quand même spécial de choisir dans la médecine de soigner les morts. C'est spécial quand même. Ben oui, mais disons, la difficulté est globale, dans le sens où le douanier aussi ne doit pas être cocaïnomane, parce Exactement. que sinon il laissera passer certaines choses. Voilà, en tout cas, un certain nombre de systèmes corrupteurs doivent être évités. En France, le pantouflage. Le pantouflage. C'est-à-dire la possibilité pour quelqu'un de bénéficier des informations et d'une carrière que lui fournit l'administration, pour ensuite se mettre en disponibilité et monnayer son carnet d'adresse. Je suis énarque. Je peux choisir la haute administration ou je peux choisir la politique. C'est pas pareil. Si je choisis la politique, est-ce que je choisis la politique par conviction ou est-ce que je choisis la politique à la sortie de l'ENA en choisissant le parti qui a le plus besoin d'une matière grise et vous choisissez de devenir écolo. Parce que ça manque d'énarques chez les écolos. Alors je suis énarque, j'aime bien l'écologie, je vais faire ma carrière politique en tant qu'écologue ou escrologue. Mais c'est pas sérieux. Voilà, donc c'est pas sérieux. Donc il faut que l'État, qui est un monstre froid, ne soit pas un État polichinelle. Oui, c'est vrai, aux instituts médico-légaux, il y a intérêt à bien vérifier qu'on n'a pas des satanistes. Parce que si le type il est sataniste, le type est pratiquant, il aime ça. Le type, il aime couper les enfants, il aime faire des trucs bizarroïdes. Bon, déjà, il a le scalpel facile, hein. Il est médecin légiste. Bon, il y a intérêt à ce que le médecin légiste, ce soit un gars qui a un respect absolument... Mais ça, c'est pour toutes les fonctions d'État. Il faut faire le retour du sacré. Le retour de la prestation de serment avec une exclusion définitive en cas de violation du serment. Les personnes publiques, par exemple, elles manient de l'argent public. 1 centime d'argent public se retrouve dans des poches privées, interdiction à vie de toucher les choses publiques. Pas de réhabilitation, de trucs de machin. Non. On fixe des principes et on s'y tient. Voilà. Après, on peut mettre de la souplesse dans un deuxième temps. D'accord ? Parce qu'à toute chose, malheur est bon et le mieux est l'ennemi du bien. Mais on pose les principes de base. Voilà. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas aborder le XXIe siècle au niveau planétaire de manière correcte. Il est absolument indispensable que la France réagisse. Son système juridique est
déplorable, il est critiqué et critiquable, il est attaqué frontalement par un continent entier. Alors qu'est-ce que ce monde est perdu, il faut le refaire. Qu'est-ce que au prochain épisode tu veux aborder comme sujet? Comment est-ce que tu vois un petit peu de manière constructive l'avenir? Alors, par des exemples concrets de situations inextricables qui en réalité ont des solutions juridiques, à condition de quitter la planète des polichinelles. Et la planète des polichinelles, c'est la planète des diplomates au niveau mondial en 2025. Ce sont tous des égarés. Ils sont tous égarés. Ils sont perdus. Et il n'y a plus de direction réelle. Il y a une attirance de plus en plus d'États vers un renouveau des relations plus équilibrées. C'est ce qu'on appelle les BRICS. Hein. Mais c'est à croisée de tous ces chemins-là, l'arrivée des nouvelles technologies qui nous donnent l'opportunité de changer de logiciel. Et je crois que la France, qui est en état de délabrement de son droit, à la fois citoyen, de son droit constitutionnel et de sa diplomatie et de son droit international et de son rayonnement, je pense que c'est justement le moment pour la France d'être innovante et de retomber tel un chat à la dernière minute sur ses pattes, en montrant que le système juridique français est un système mis en place par un peuple qui est ingénieux, le système D. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de solution, les Français ont de l'imagination. On dit qu'impossible n'est pas français. Donc, ce monde se perd, il faut le refaire. Oui, mais c'est impossible. Impossible n'est pas français. Voilà. Il faut... Mais je pense que la France a été trop loin et qu'elle ne peut plus... elle n'est plus crédible. Elle a perdu toute crédibilité. Donc il faut trouver une pirouette cacahuète, un moyen pour le chat de retomber sur ses pattes à la dernière minute. Et la Suisse et la Savoie sont deux sujets juridiques très précis auxquels il faut rajouter, parce que j'aime beaucoup la solution finale, parce que tout ça tourne autour de l'argent. Nous sommes d'accord ? La France a des grandes difficultés, les Français souffrent, tout simplement parce que lorsqu'il n'y a plus de foin, les chevaux se battent. Donc les étables, les écuries françaises sont mouvementées en ce moment parce que effectivement il manque beaucoup d'argent et puis gratter par-ci par-là sur des pauvres gens. C'est Colbert qui disait ah oui, mais monsieur le ministre, on ne peut pas augmenter les impôts comme ça, ils en payent déjà tellement. Et Colbert répond oui, mais ils sont tellement nombreux. Donc, d'accord, eh bien, je pense qu'on va découvrir tout ça dans le prochain épisode. L'affaire qui me semble intéressante, c'est les affaires franco-algériennes, qui sont vraiment très intéressantes pour comprendre comment le droit international français pourrait évoluer, pourrait se réformer, pour retomber sur ses pieds et fournir par la même occasion à l'ensemble de la planète un exemple et une nouvelle direction. En France, on est capable de changer de système juridique, de changer de logiciel efficacement, brutalement, dans l'intérêt, non pas de la France, mais dans l'intérêt général. Le meilleur moyen
c'est de donner l'exemple. Voilà. Si, d'une manière générale, la décolonisation ne s'est pas faite de manière satisfaisante. Mais si la France, dont j'estime que son système de décolonisation a été le plus lamentable, si la France, en peu de temps, réussit à montrer, pas dire, montrer qu'elle est capable de réformer sa conception des relations entre les nations, arrêter la France, on est systématiquement les meilleurs. Voilà. Moi, je suis d'accord. Je suis français. Je ne vais pas dire l'inverse. Nous sommes les meilleurs. Mais nous sommes les meilleurs dans les bêtises aussi. Voilà. Alors, les Américains sont les plus forts, mais nous, on est les meilleurs. Et la question, par exemple, s'agissant de la Savoie et de sa colonisation par la France, et de sa décolonisation nécessaire et cryptée pour l'instant, bloquée, en particulier avec la passivité de la Suisse qui ne veut pas que certains dossiers soient réouverts. C'est la Suisse de Polichinelle. Hein, la neutralité, d'où vient-elle? À quoi sert-elle? Sous prétexte de devoir se défendre, est-ce que les Suisses n'ont pas obtenu un privilège garantissant que tout le pognon bizarre puisse être blanchi Plus maintenant, voyons. Voilà. Donc cette évolution, dont certains Suisses déplorent qu'elle se produise, tandis que d'autres en profitent. Bon. Est-ce que la Suisse de Polichinelle a de l'avenir? Je pense que non. Je pense qu'avec les nouvelles technologies, tout ce qu'il y a dans les placards des États dits riches risque de leur péter à la figure. J'ai assisté à une scène fabuleuse, et on va terminer comme ça, parce que j'aime bien cet épisode et la partager avec tous vos... Je suis en mer Ionienne, très exactement sur l'île d'Ithaque, en Grèce. L'île d'Ithaque, c'est l'île d'Ulysse. À l'hôtel de ville de l'île d'Ithaque, il y a devant une statue qui représente Ulysse partant et revenant sur l'île d'Ithaque dont il est le roi. Et sa reine l'attend et les prétendants veulent tous l'épouser, mais elle résiste. Et donc il y a cette statue où Ulysse quitte Ithaque jeune et revient vieux. Et l'artiste avait pris comme modèle un père et son fils, habitants d'Ithaque, pour servir de modèle au truc. Et ce monsieur-là, donc on va l'appeler Ulysse, puisque c'est l'Ulysse vieux qui revient, tenait une espèce de gargote sur une petite plage qui lui avait été léguée par sa mère, et dans lequel il avait mis une espèce de bicoque pour ravitailler les bateaux et machin. Et puis on voit arriver un yacht dont je n'ai jamais vu, un yacht privé de cette taille. Il y a un hélicoptère et une douzaine de grues de chaque côté pour descendre des scooters des mers flambant neufs, valant 20 000 euros chacun. Et cette mer qui est magnifique, elle est troublée soudain en l'espace d'un quart d'heure par des pollutions, des trucs et machin. Et ce pêcheur grec voit arriver le propriétaire du yacht. Et je suis là. Et je sais qu'il va se passer quelque chose, et je viens en protection d'Ulysse, qui siffle et qui
intime l'ordre au milliardaire de faire demi-tour. Il ne veut pas le servir sur sa plage. Et le type aborde quand même. Il l'attrape, je l'ai vu, hein, donc j'en témoigne. Il l'attrape par le revers de sa très belle chemise de lin ou de coton égyptien. Et il a tous les artifices. Hein. Il a tout ce qu'il faut au niveau or, des grosses chaînes et des grandes secrétaires particulière qui l'accompagne dans son bateau, l'annexe, on appelle ça une annexe. L'annexe coûte quand même à elle seule 150 000 euros. L'annexe, pour passer à terre. Voilà. Et alors qu'est-ce que dit Ulysse? Alors Ulysse attrape le milliardaire en question et le décolle parce qu'il est très fort, Ulysse. Il le décolle sous les yeux médusés de l'officier de marine qui le sert de protection et que je toise en disant « laissons les patrons se régler leurs problèmes ensemble ». Et effectivement, Ulysse amène le type vers une vieille barque de pêcheurs, rafistolée, repeinte 15 fois, etc. Et il dit « tu vois ça, c'est mon bateau. Ça, c'est le tien ». Et là, le type ne voit pas le piège. Et il dit oui, il est à moi. Alors, si ce bateau est à toi, alors tu es parmi ceux qui affament mon peuple. Tu ne peux pas avoir à toi un bateau pareil. Je suis marin. Je sais ce que c'est qu'un bateau. Et si tu me dis que ce bateau est à toi, alors tu es un voleur, je ne te servirai pas. Et tu dégages immédiatement de ma plage ou je te tue. Le type est remonté et il y a eu une sirène et le vacarme, le brouhaha et la vue sur les îles grecques devant Ithaque s'est calmée en quelques minutes. Le type a fait demi-tour et est parti. Oui, il n'est pas possible d'être honnête et être propriétaire d'un bateau de plusieurs dizaines de mètres qui crache les scooters des mers, mais un vacarme de folie dans un lieu qui est un bijou de liberté. Et se souvenir quand même que le peuple grec a subi les conséquences terrifiantes que les financiers peuvent faire peser sur un peuple. Moi, je suis juriste, je ne fais pas de politique. Je dis que l'exploitation de l'homme par l'homme est une triste réalité. Voilà. On en parlera encore au prochain épisode. Aucun problème pour les riches, mais il ne faut pas que la richesse se fasse au détriment des pauvres. Voilà. La pauvreté et la richesse, ça se partage. Les deux. Il faut partager la pauvreté et la richesse. C'est un partage. Si chacun tire la couverture à soi, tout le monde a froid. Il faut refaire ce monde qui est perdu. Voilà. Et j'espère qu'au prochain épisode, on pourra aborder un petit peu. Dans lequel, effectivement, on ne tirera plus, on ne pourra plus tirer la couverture à soi. On aura pour objectif de veiller à ce que tous les autres aient un bout du tissu. Personne n'est froid. Si tout le monde fait attention à ce que personne n'ait froid, alors personne n'a froid. Si tout le monde a pour seule préoccupation de ne pas avoir froid, même si c'est au détriment des autres, alors c'est un monde où tout le monde passera à côté de la chaleur du partage, la chaleur de la vérité, la chaleur de la beauté. C'est chaud, la beauté. C'est froid, l'horreur. C'est beau, un avocat qui est un avocat. C'est moche, un avocat qui ne l'est pas. Un président d'un État, c'est beau, mais il faut qu'il soit
admirable pour être admiré. À la hauteur. Voilà, s'il est déplorable, il sera déploré. Voilà. Et il doit montrer le chemin, le leader. Si lui-même est égaré, si lui-même est sous cocaïne, si j'ai pu, dans ma jeunesse, considérer qu'il devait y avoir avancé du droit français avec un devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal, 40 ans plus tard, je dis à un ordre manifestement illégal ou donné par quelqu'un qui n'est pas totalement maître de ses pensées, de ses émotions, par l'usage d'un produit stupéfiant. Donc, devoir de désobéissance à un ordre manifestement illégal ou donné par quelqu'un qui est sous l'emprise d'une drogue dépendante et accoutumante. Voilà. Eh bien, merci pour la chaleur de ce partage. On te retrouvera au prochain épisode. On a encore beaucoup de choses à dire. Alors, je ne sais pas combien il y aura d'épisodes encore. D'autres petits scoops pour comprendre ce qu'il est possible encore de faire. Voilà. Et la situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. Du tout. Juridiquement, il y a des solutions. Et en plus, on ne fait vraiment qu'effleurer tout ça, parce qu'on a beaucoup parlé, tu m'as expliqué beaucoup de choses. Et là, dans une vidéo, c'est vrai qu'on passe par-dessus, on passe assez vite sur les choses. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça qu'on fait plusieurs épisodes, qu'on prend vraiment le temps de parler. Et voilà, il y aurait encore beaucoup de choses. Si ça plaît, je suis à disposition pour chaque phrase que j'ai pu dire était un sujet à soi seul. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires et qu'il est nécessaire de rentrer dans les détails, la situation est complexe, mais elle n'est pas compliquée. S'il y a des éléments précis, s'il y a des exemples qui peuvent être fournis pour une meilleure compréhension globale, merci à des journalistes comme vous, parce que si les journalistes ne font pas leur travail, si les avocats qui défendent les journalistes sont embêtés, alors le monde est perdu. C'est ça, on profite en plus de cette interaction avec les commentaires pour pouvoir vraiment recevoir les commentaires, puis au besoin de pouvoir élargir certains points et creuser un petit peu ces certains points. C'est embêtant qu'il soit perdu pour de vrai. S'il n'est que égaré, le monde est perdu, mais on peut le refaire. Et on peut trouver un nouvel élan, un nouvel objectif, un nouvel azimut. Voilà. Et pour le refaire, il faut peut-être d'abord qu'il soit perdu aussi. Crise, 2 idéogrammes chinois, danger, opportunité. Le monde est en grand danger, mais il est en très grande opportunité. Et la Suisse, la Savoie et la France, c'est une très grande opportunité, comme je vais essayer de vous le démontrer la prochaine fois. Merci beaucoup, Fabrice Bonnard. Je vous en prie.